Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro spécial de Questions internationales. Nous sommes le dimanche 23 mai 2010, jour de Pentecôte. S'il y a une question qui suscite 1001 commentaires dans les milieux les plus huppés de la politique internationale, c'est bien entendu la mondialisation. Et pour ramener le sujet à sa plus simple expression, je dirais que les uns croient savoir que le 21e siècle est le moment plus que jamais pour expérimenter le communautarisme mondial ou planétaire. Les défis internationaux tels la crise alimentaire et ou économique, le réchauffement climatique, la prolifération nucléaire et les grands conflits mondiaux appellent à un nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial que les autres qualifient de volonté des puissances et lobbyistes de tout poil de déterminer qui a le droit de vivre ou encore de mourir. Au cœur de cette guerre de leadership se trouve l'Afrique qui, au jour d'aujourd'hui, n'a de cesse de rechercher ses marques. Et la question toute simple, l'Afrique est-elle condamnée, une question spirituelle, à jouer les seconds rôles dans cette marche vers la mondialisation, gros dossier économique? C'est pour avoir à la fois l'avis du scientifique et du spirituel sur ces différentes questions que j'ai invité en ce dimanche de Pentecôte Dr Emmanuel Sénégan, économiste et en même temps théologien. Dr Sénégan, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Chers téléspectateurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais bien sûr nous présenter un peu notre invité de ce soir, de ce dimanche de Pentecôte. Dr Emmanuel Sénégan présente un profil atypique, celui d'un homme de culture, à la fois courageux et énergique, mystique et scientifique. Universitaire et conférencier, il fut professeur d'économie et de mathématiques aux États-Unis. Titulaire d'un doctorat en économie et en théologie, d'un master en mathématiques et en planification industrielle, il fut ordonné pasteur aux États-Unis en 2000. Après 9 années d'expérience américaine, il démissionna de son poste d'enseignant, refusa la nationalité américaine en 2004 pour se mettre au service de son pays où il occupe actuellement le poste de directeur de la promotion industrielle. Polyglotte, il a parcouru les 5 continents. Il est auteur de plusieurs publications dont Géopolitique, géostratégie de l'économie mondiale, paru en 2009. Cette génération verra Christ sur les nuées, paru en 2008. Dr Emmanuel Sénégan fut honoré en 2002 du prix pour la paix et l'harmonie dans le monde aux États-Unis. Nous sommes là ce soir un peu pour voir la place de l'Afrique dans cette mondialisation. La première question, c'est qu'est-ce que la géopolitique et la géostratégie et quels sont les grands défis de nos jours? Merci bien. Je voudrais d'entrée dire que c'est ma première entrée dans votre maison et comme de coutume en Afrique, quand on rentre chez quelqu'un, on le salue. Et je voudrais saluer le fondateur de Canal 3 et de tous ceux qui y travaillent pour m'avoir invité pour une première fois. En fait, vous avez si bien dit que je suis l'auteur d'un livre intitulé « Géopolitique, géostratégie de l'économie mondiale, défis africains et mondialisation ». Et il faut dire que la géopolitique, j'aurais bien voulu qu'on commence même par la définition de la mondialisation parce que le thème, l'Afrique à l'aide de la mondialisation, s'y prête. Et la mondialisation renvoie à l'idée d'une unification du temps et de l'espace. En fait, avec l'évolution technique, technologique, scientifique, l'on parle de la libre circulation des biens, des personnes et des idées, et au point où la mondialisation se voit comme un village planétaire, transformer le monde en un village planétaire où les frontières vont s'estomper et les hommes vont circuler librement. C'est une idée apparemment noble, mais je dis que c'est beaucoup plus dans son état habillé et sur le plan théorique. Parce qu'il y a toute une autre approche qui donne une autre définition de la mondialisation. Et surtout lorsque l'on voit que dans son application aujourd'hui, ça ressemble beaucoup plus à la transformation des pays les moins avancés
ressources de matières premières, où on vient puiser les matières premières, et en même temps un marché où il faut déverser les produits finis. Donc, dans ce rapport de la mondialisation, l'Afrique est vraiment beaucoup secouée. Donc, quand on dit, et même d'autres institutions internationales ont des documents de l'ONU, etc., que j'ai vus, il faut la rendre plus humaine. Vous voyez, une mondialisation qui prône, vous voyez, la disparition des frontières et libre circulation des biens des personnes, mais que l'on dit encore qu'il faut rendre plus humaine, ça veut dire que ça pose un problème. Ceci étant, quand on revient à la géopolitique, et la géopolitique, en fait, c'est l'étude de la conquête des espaces par la puissance. Ça peut être la puissance militaire, ça peut être la puissance économique, technologique, etc. Donc, il faut conquérir de l'espace. D'ailleurs, un des fondements de la géopolitique dit, celui qui maîtrise la mer, maîtrise le commerce, et celui qui maîtrise le commerce, maîtrise la richesse du monde, et celui qui maîtrise la richesse du monde, maîtrise le monde, contrôle le monde. Vous voyez? Mais maintenant, la géostratégie est la mise en œuvre de la géopolitique. Quels moyens utiliser pour atteindre cet objectif? Et je vais donner tout court un exemple qui nous concerne. Le Bénin et le Niger devaient partager l'espace. Vous voyez, il y avait eu donc ce conflit frontalier entre nous qui a été résolu pacifiquement. Ça aurait pu être aussi militairement. D'ailleurs, ça l'a été un peu après les années d'indépendance avec Allé. Vous voyez ce que je dis? Donc, à peu près chaque État veut gagner de l'espace. Et vous voyez, le fleuve Niger, c'est un espace économique viable. Qui gagne cet espace a de l'avance sur l'autre, sur le plan de la maîtrise de l'eau, la gestion de l'eau, l'irrigation, etc., etc. Donc, certains pays peuvent le faire d'une manière brutale ou d'une manière sournoise. Voilà à peu près la géopolitique dans sa théorie et dans son vécu ne s'est appliquée à notre environnement sous-régional. Actuellement, le Ghana et la Côte d'Ivoire, juste sur la mer, il y a du pétrole et déjà, il faut que l'on détermine à qui devait appartenir cet espace. Vous comprenez ce que je dis? Donc, tout cela, c'est dans la géopolitique. Je vais donner un autre exemple très subtil. Regardez, quand vous voyez aujourd'hui la main-d'œuvre au Bénin dans les restaurants, c'est beaucoup plus, ce n'est pas à moi de poser des questions ici, c'est à vous de poser, mais c'est beaucoup plus une nationalité donnée dans nos restaurants. Vous savez que juste par ces faits, si ce pays en question sait exploiter cet avantage sur le plan de services de renseignement, le Togo aura une longueur d'avance sur le Bénin. Parce que c'est un milieu où tout se dit, on sait qui est venu, qu'est-ce qu'on a dit, etc. C'est pourtant banal. Vous voyez, le Togo peut l'utiliser pour son influence sur le Bénin. Voilà à peu près quelques considérations qu'il faut prendre en compte dans la géopolitique, la géostratégie de l'économie mondiale. Alors, comme vous le disiez il y a un instant, le thème de ce dimanche de Pentecôte, c'est l'Afrique à l'ère de la mondialisation. Et c'est pour cela que je pouvais vous demander simplement quels sont les grands défis auxquels le monde contemporain est confronté. Ah oui, le monde est confronté à beaucoup de défis, mais j'ai identifié 5 défis clés. Il faut commencer nécessairement par l'énergie. Et quand vous prenez l'énergie, vous allez voir comment, avec juste cet avantage que l'Afrique a sur beaucoup de pays, la Chine court vers l'Afrique, les Occidentaux courent vers l'Afrique. L'Afrique est devenue cette belle dame qui est courtisée par beaucoup d'autres, juste à cause de son pétrole. Vous voyez, c'est un défi capital. Le deuxième défi, c'est la défense stratégique. La défense stratégique, pourquoi? Parce que on n'est pas que économiquement fort. Quand vous voulez être économiquement fort, il faut être aussi militairement fort pour protéger votre économie, protéger votre population. Donc, il y a la défense stratégique. Or, vous comprenez aujourd'hui que l'état de déliquescence des États africains arrive à un point où il ne peut même pas détecter les mouvements de troupes ennemies. Il faut encore faire appel à l'Occident pour identifier le déplacement. Quand vous parlez du Tchad, avec la rébellion, lorsque les rebelles quittent la frontière du Soudan pour arriver à N'Djamena, vous voyez que c'est encore la France qui vient pour aider le Tchad, Idriss Déby, pour lui signaler, voici les rebelles sont à tel point. Vous voyez? Or, on ne peut vraiment pas être un pays puissant, autonome, sans prendre soin. C'est d'ailleurs encore des Kalachnikov qui sont utilisés. Ce n'est pas des armes démodées qu'on nous vend, et qu'on nous revend à des... Vous voyez, pour
échanges économiques, etc. Donc, à part la défense stratégique, il y a aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Celui qui détient l'information a plus de chances de gouverner le monde. La première information. Je donne tout court un exemple. Le pétrole, il y a un certain temps, était à $40 le baril, mais à une date récente, c'était monté à 3 fois plus. Quand vous avez une capacité d'analyse et d'anticipation, vous pouvez gagner beaucoup plus sur les problèmes de ce moment-là. Je donne un autre exemple pour ce qui concerne le Bénin. Je suis né à Dassa. Mais pour prendre des pièces administratives, il faut que j'aille à Abomey. Vous voyez que si le système était informatisé, je n'ai pas besoin, si quelqu'un est né par exemple à Banikwara, il faut qu'il aille peut-être à Parakou, vous voyez, quand il est au sud, pour prendre quelques papiers administratifs. Donc, ce qui est anormal. Donc, ça, c'est élémentaire. Vous voyez, il faut qu'on informatise tous ces systèmes, même la justice, etc. Je me réjouis que peut-être la LEPI, le jour où ça va arriver à terme, ça va résoudre aussi beaucoup d'autres problèmes de vol. Avec les empreintes, on peut déjà identifier rapidement qui est qui a fait quoi. Donc, voilà les avantages de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Il y a aussi la mondialisation dont nous avons déjà parlé, puisque, en fait, la mondialisation est juste la forme de domination, de réserver, cantonner les pays les moins développés à l'état de l'approvisionnement de matières premières et où il faut déverser les produits finis. Cinquième point, c'est le réchauffement de la Terre, les problèmes environnementaux, donc surtout le réchauffement de la Terre. Vous voyez qu'aujourd'hui, la couche d'ozone est suffisamment détériorée à cause de l'excès de gaz dégagés dans l'air, à cause de l'industrialisation sans limite, sans frein. Donc, tous ces problèmes perturbent les climats. Et quand on voit qu'à gauche et à droite, parfois, il y a les forêts qui prennent feu, je veux dire, par exemple, aux États-Unis, en Californie, sans mettre feu, certaines bourses prennent feu parce que c'est tellement si chaud. Le réchauffement de la Terre, perturbation climatique, a fait qu'en 2003, par exemple, en France seule, je ne parle pas de l'Europe, il y a eu au moins 15 000 morts de ce qu'on a appelé la canicule, c'est-à-dire l'excès de la chaleur. Alors, dans un tel contexte, vous voyez ce que je dis, ça perturbe beaucoup de choses, même les glaces qui s'effondrent, et puis on va voir que quand ça se fond, ça devient de l'eau, ça va causer des tsunamis. Il y a beaucoup de conséquences dans tous ces problèmes auxquels le monde est confronté. J'allais parler d'un sixième, mais c'est déjà compris dans la défense stratégique. Le terrorisme international est aujourd'hui un problème clé. J'aurais bien voulu l'incrustrer dans la défense stratégique, mais il faut mieux que je sépare ça compte tenu de sa nouveauté, compte tenu de sa subtilité, qui pouvait freiner même l'évolution du monde. Donc voilà à peu près les 5 à 6 défis auxquels le monde est confronté. Docteur Emmanuel Sénégan, je voudrais bien qu'on décortique chacun de ces défis-là. Nous allons parler de l'énergie. Aujourd'hui, beaucoup estiment qu'au nom de l'énergie, beaucoup de guerres sont menées de par le monde. Les gens estiment que c'est au nom de l'énergie qu'il y a la guerre en Irak, qu'il y a la guerre en Afghanistan, qu'il y a la guerre dans beaucoup d'autres régions de la planète. Votre avis? Lorsque nous allons parler de l'énergie, il ne faut pas oublier l'uranium. Et commençons par notre frontière immédiatement pour voir en fait ce que l'énergie peut faire, autant au niveau interne qu'au niveau des contacts, des relations entre les peuples et les nations. Regardez l'uranium au Niger. L'énergie est pour l'économie ce que la respiration est pour l'homme. Quand la respiration cesse, la vie cesse. Sans énergie, nous ne pouvons pas faire cet entretien. Sans énergie, dans les écoles, dans les hôpitaux, vous voyez, même les petits marchands qui font à manger et qui conservent la boisson, la nourriture dans les frigos, mais ça va pourrir. Donc voilà en fait le poids de l'énergie dans l'économie. Et nous savons qu'en ce qui concerne le Niger, c'est surtout à cause de l'uranium que Tandja s'est accroché au pouvoir. J'en profite pour dire aussi que nous avons notre propre responsabilité. Il ne faut pas toujours droiter les droits vers les cerveaux pour dire que ce sont les autres qui ont fait. Nous sommes aussi humains, on a le même cerveau que ces gens-là. Et parfois, on les a enseignés dans des universités. J'ai été professeur de mathématiques aux États-Unis, j'ai enseigné des Blancs. Donc, le problème, ce n'est pas une question de peau. Il faut avoir le courage de dire
que nous sommes des humains, on est capable de réfléchir par nous-mêmes. Donc, lorsque l'on prend l'Unarium, lorsque l'on prend Areva, et dans mon livre Géopolitique et stratégie, j'ai donné une expression qui dit, en fait, en disant que ce qui revient même à la population, là où on produit l'uranium, c'est à peine que cela leur servira à payer leur linceul. Je ne parle même pas du cercueil. Donc, ces régions sont abandonnées et on ne prend pas soin de l'environnement. J'en profite aussi dans ce cas pour dire, mon pays, le Bénin, a une autre vision de faire du port du Bénin un port de rapatriement de cette énergie-là, l'uranium, vous voyez, du Niger en passant par le port du Bénin. C'est noble, mais il faut prendre des mesures conservatoires. Parce que lorsque l'uranium va passer par les rails pour traverser du Niger jusqu'à Cotonou, ça pourrait attirer sur nous d'autres problèmes plus sérieux que le gain que nous aurons. Par exemple, le Bénin peut devenir une cible du terrorisme international, où on peut vouloir voler de l'uranium pour l'enrichir ailleurs. Vous voyez? Et donc, ça va poser des problèmes de sécurité. Donc, il faut qu'on anticipe. Il ne faut pas attendre que les choses se produisent avant qu'on ne commence à se dire, mais comment y remédier? Vous voyez? Donc, lorsque l'on revient maintenant au pétrole, qui est beaucoup plus connu, nous savons que Idriss Déby ne serait pas dans ce pétrin s'il n'y avait pas du pétrole. Vous voyez? Et tous ces pays, quand on parle, par exemple, à la frontière de N'Djamena, le Soudan, vous voyez, le Soudan aujourd'hui aussi, si Béchir s'accroche au pouvoir, c'est parce qu'il y a cette richesse. Mais en même temps, j'en profite pour dire que Béchir a ouvert sa porte à la Chine. Mais lorsqu'on ouvre la porte à la Chine, c'est que c'est un peu fermé pour les autres aussi. Et Béchir, c'est vrai que c'est un homme qui a commis des crimes, qui devait être jugé au tribunal pénal international. Mais je me demande si son péché n'est pas que le pétrole qu'il a. Parce qu'il y a des pays, et quand je prends les États-Unis qui ont envahi l'Irak, au départ, il a été dit que c'est parce que ce monsieur possédait les armes nucléaires. Aujourd'hui, y compris les Nations Unies, y compris les États-Unis, reconnaissent que ce monsieur n'avait pas ça. Alors pourquoi aller en guerre? Et donc, il faut se dire que le pétrole est source de guerre. Et je regrette que Bush soit en train de circuler librement, alors que Charles Taylor et Bemba sont devant le tribunal pénal international. Il y a injustice sur le plan international. Et c'est pourquoi je dis que l'ONU, comme l'a dit De Gaulle, est un machin. C'est un machin et qui n'est même pas démocratique. Parce que lorsque l'on prend la démocratie, telle que les documents le définissent, c'est la loi de la majorité. Comment peut-on réunir toutes les nations du monde et que 5 pays aient le droit de veto? Pour dire, quand un pays dit « ça, ce n'est pas normal, la majorité approuve », un seul pays émet son veto et le dossier est classé. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Les Nations Unies avaient refusé, dit qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour que Bush aille en guerre. Aujourd'hui, on a détruit l'Irak. Et ça, c'est pour très longtemps. Pour très longtemps encore. Des gens meurent, continuent de mourir. Mais qui doit payer cette facture? Personne n'en parle. Nous vivons dans une jungle. La mondialisation, c'est une jungle. Cela nous amène à déboucher naturellement sur le deuxième volet des défis mondiaux aujourd'hui, le terrorisme international. On pourrait parler aussi de la défense stratégique, comme vous le disiez, mais le terrorisme international, comment l'appréciez-vous de l'œil de l'économiste et du théologien? Je pense qu'il faut nécessairement faire la part des choses. D'abord, le terrorisme, c'est la voie d'une guerre non conventionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas un État qui déclare une guerre à un autre État. C'est des groupes qui peut-être fâchés contre d'autres groupes, ne voulant peut-être pas la prise du pouvoir, mais veulent faire infléchir la position de certains États pour que ces États négocient sur certains principes du monde. Donc, c'est en cela que cela devient une forme de résistance des plus faibles par rapport aux plus forts. Toutefois, ce terrorisme, aujourd'hui, est vu seulement de façon unilatérale. Lorsqu'on parle de terrorisme aujourd'hui, on pense musulman. Ce n'est pas vrai. Je peux dire qu'il y a des États voyous, des États
scapule des États, par exemple, qui font de la drogue. Vous voyez? Et pour faire prospérer ces gens d'affaires, il faut avoir du plus petit au plus grand jusqu'au sommet de l'État des ramifications. Là aussi, ça crée un terrorisme d'État. Et ça crée des États voyous, des États bandits. Et à partir de tout cela, je pense que les États-Unis, fussent-ils le pays le plus grand au monde, l'Union européenne, même avec les instruments comme l'OTAN, ne peut pas résoudre la révolte des peuples par rapport à certaines injustices sur le plan international. Et je pense que le terrorisme aussi, ça vient de quelques États qui se disent civilisés. Pour trouver une solution à ce que vous évoquez ou ce que vous dénoncez, beaucoup pensent qu'il faudrait en arriver à un nouvel ordre mondial. Qu'en pensez-vous? La marche vers un nouvel ordre mondial, je l'avais défini un peu plus tôt dans la mondialisation. Le monde va être dirigé, vous voyez, d'un seul centre. Il faut unifier le monde. Il faut rendre le monde, et on parle même de citoyens du monde, on parle même de économie mondiale, gouvernance mondiale. Donc on voit peut-être dans son essence, dans sa définition, c'est noble. C'est-à-dire un nouvel ordre mondial où il y aura plus d'équité dans la répartition juste, plus juste des ressources du monde, et l'homme peut vivre. C'est-à-dire plus personne ne va vivre sans dire je ne sais pas, je sais où dormir, je ne sais quoi manger. Dans son essence, cette définition, mais dans son application, nous voyons que ce n'est pas cela. Et dans son sens beaucoup plus spirituel. Nous en viendrons puisque nous allons revenir sur chaque aspect et parler du volet spirituel. C'est ça. Et donc, les NTIC aujourd'hui dans la marche du monde. Ah oui, mais vous savez, mais les NTIC, dans les NTIC, c'est un peu séduisant. Mais je dis que je ne vois pas. J'ai sillonné le monde, j'ai visité beaucoup de pays du monde. 40 jours au Japon, quelques vacances en Suisse, en France. Mais j'ai fait 6 ans en Russie. J'ai visité un peu une partie du monde et je sais que si l'Afrique ne sait pas définir ses priorités, on risque de faire du copier-coller. Et ce qui va vraiment nous désavantager. Parce que l'Afrique a des valeurs qu'il faudrait qu'on conserve dans cette nouvelle technologie de l'information et de la communication. Parce qu'il y a certains aspects, quand on pense surtout la communication sur le plan de la conquête de l'espace. Vous voyez, c'est vrai, on veut conquérir l'espace, on veut connaître beaucoup plus l'espace. Mais à quoi servirait-il à un homme de conquérir la Lune si la Terre lui échappait? Vous avez vu le volcan tout récemment. Il y a des problèmes à résoudre encore. Ça, il faut donner la priorité à ce qui doit être fait d'abord. Même sur le plan médicinal, ça a évolué. Et on peut faire du laser, la chirurgie par laser. Tout cela, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire une médecine beaucoup plus préventive que curative aujourd'hui? Et l'Afrique a des richesses que nous n'exploitons pas dans le domaine de la médecine traditionnelle. Vous voyez, qui nous aurait empêché d'en arriver à l'utilisation du laser ou d'autres choses. Donc nous courons seulement derrière l'Occident pour dire telle chose est faite là-bas, il faut qu'on copie et qu'on colle. Donc il faut savoir ce que nous pouvons prendre, ce que nous ne devons pas. Parce qu'au moment où je vous parle, par exemple, sur le plan agricole, on parle des OGM. Alors que les OGM, j'en ai goûté un peu aux États-Unis, les maïs, apparemment c'est joli, mais quand tu commences à manger, ça ne ressemble pas à nos maïs d'ici. Vous comprenez ce que je dis? Donc, les choses naturelles doivent prendre le pas sur les choses artificielles. Mais si on dit ouvrez vos frontières, c'est ça qu'il faut nécessairement. Nous risquons de perdre nos valeurs. Et c'est cela que dans la mondialisation, il y a un terme qu'on appelle la glocalisation. C'est un terme nouveau. C'est un néologisme, la glocalisation. C'est-à-dire qui met ensemble le global et le local. C'est-à-dire que le local ne peut prendre du global que ce qui lui est nécessaire pour être en harmonie avec son environnement. Vous voyez? Donc, je pense que la nouvelle technique de l'information ne peut pas nous en passer. S'il n'y a pas de caméra, on n'allait pas nous écouter. S'il n'y a pas de télévision, les gens, que ce soit proche ou lointain, ne peuvent pas nous écouter. Tout cela est important, mais il faut être sélectif et l'Afrique doit savoir qu'est-ce qu'il faut prendre dedans, qu'est-ce qu'il faut laisser.
Un autre grand défi mondial aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique avec les conséquences qu'on constate. Le réchauffement climatique, comme vous le savez comme moi, c'est dû beaucoup plus à l'industrialisation, entre autres, à outrance, et de façon égoïste. Et lorsque l'on finit, regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Lorsque, supposons que ici vous avez fait une bonne sauce, et l'odeur s'est répandue dans tout le quartier, mais tout le quartier n'a pas mangé avec vous. Mais lorsque vous finissez, vous allez jeter les ordures dans la maison des autres. C'est ce qui s'est passé pour le cas de la Côte d'Ivoire. Le réchauffement de la terre, c'est comme si nous vivons dans un monde où tout se réchauffe. Ça va prendre feu. Quelqu'un dit, mais il faut qu'on cesse. On se rencontre, on parle, les superpuissances se rassemblent, parlent. Et toujours, personne ne prend la décision de dire, moi, je vais réduire ma quantité de gaz. Mais on empêche l'Afrique de s'industrialiser. On dit non, de rester à l'étape de matières premières, à pouvoir et de produits finis où on va déverser. Et à partir de ce moment-là, l'Afrique va payer pour la facture, n'est-ce pas, dont elle n'a pas été comptable. Donc pratiquement, j'en ai parlé tout à l'heure en 2003, dans toute l'Europe, il y a eu environ 35 000 à 40 000 morts d'excès de chaleur. Et nous voyons que ça a perdu, même les tsunamis, quand les glaciers s'effondrent, ça jette dans la mer, ça cause le débordement, ça va causer des déplacements des peuples entiers. Et je vous dis, il y a des statistiques alarmistes qui font voir que d'ici 100 ans, dans un siècle, en l'an 2100, que la population de la Terre sera d'environ 55 milliards. Ça, c'est les plus alarmistes, les plus optimistes parlent de 11 milliards. Mais c'est le double de ce qu'on a aujourd'hui. Mais si le réchauffement de la Terre va permettre le déplacement des populations, la sécheresse partout, mais dans 100 ans, de quoi survivront nos peuples? Et il y aura des guerres, des tensions. Il y a la guerre de l'eau, il y aura plusieurs sources de guerre, vous voyez, qui nous attendent au carrefour. Donc, pratiquement, je pense que le réchauffement de la Terre, les nations ont encore du temps pour réfléchir et se dire, pendant qu'il n'est pas trop tard, on peut arrêter. Parce qu'il va arriver un temps où il va être trop tard. Ce que vous dites m'amène à dire à nos chers téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre qu'en ce dimanche 23 mai 2010, jour de Pentecôte, le thème, c'est bien évidemment l'Afrique à l'ère de la mondialisation. Et je suis avec Dr Emmanuel Sénégan, économiste et théologien. Et c'est justement pour ça que nous allons voir s'il y a des fondements bibliques, des fondements spirituels à tout ce dont on parle en matière de défis mondiaux aujourd'hui. Le réchauffement climatique, on parle également de la crise alimentaire, de la crise économique, on en a parlé il y a un instant, de la prolifération nucléaire. Est-ce qu'il y a des fondements à tout cela, sans oublier bien évidemment les grands conflits mondiaux, que ce soit en Palestine, entre Israéliens et Palestiniens, sans oublier la guerre en Irak, en Afghanistan et dans bien d'autres régions du monde? Merci, monsieur le journaliste. Nous vivons des temps très, très prophétiques. Lorsque l'on prend, par exemple, le réchauffement de la Terre, allez dans 2 Pierre, prenez note ceux qui nous écoutent parce qu'on n'aura pas le temps d'aller au fond des choses, 2 Pierre chapitre 5. Vous verrez que dans 2 Pierre, il y a 2000 ans, Pierre a écrit. Le monde d'alors a été détruit par l'eau. Mais le monde d'à présent sera détruit par le feu. Vous voyez aujourd'hui que devant nous, la destruction dont j'ai parlé du monde par le feu se prépare. Et personne, même les superpuissances, vous voyez, on se réunit et il n'y a pas de décision à prendre. Des forêts prennent feu. Il y a perturbation même climatique au Bénin. Parce qu'il y a 2 ans, moi j'étais à Lomé, et un 1er janvier, il y a eu une pluie abondante avec ruissellement. On m'a dit qu'il y a eu aussi pluie aussi au Bénin ici. Donc vous voyez, tout se perturbe, tout se change. Le réchauffement de la Terre, les perturbations climatiques ont fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a que quelques 2 ou 3 mois, il y avait 1 mètre de neige. 1 mètre de neige qui a bloqué la circulation de Washington à New York. Donc, pratiquement, nous ne pouvons pas ne pas nous inquiéter de ce que cela produit déjà des effets. Personne ne pouvait sortir. La plus grande puissance du monde. Or, spirituellement, quand vous allez dans Job chapitre 38, versets 22 à 23, dans cette parole,
il a été dit que Dieu a réservé des tonnes de neige et de grêle pour des jours de colère et des jours de guerre. Imaginez-vous un instant. Ça, ce n'est que 1 mètre. Et si ça atteignait 2 kilomètres de neige, la plus super puissance, qui aurait pu partir en Haïti pour les secourir, pour le tremblement de terre, qui peut poser à terre son avion dans 1 kilomètre, 2 kilomètres de neige? Ce n'est pas possible. Donc, toutes ces prophéties, Dieu qui voit la fin de toutes choses avant son début, a déjà vu toutes ces choses. Lorsque l'on prend aussi la guerre en Irak, c'est biblique. Lorsque Dieu avait appelé Abraham de la Mésopotamie, c'est-à-dire la Babylone, c'est-à-dire l'actuel Irak, parce que la Babylone est devenue Irak en 1921, après la Première Guerre mondiale. Tout comme le Dahomey est devenu le Bénin en 1975. Donc, de Irakien, Abraham serait, s'il vivait encore aujourd'hui. Il dit, mais tes fils seront nombreux. À un moment donné, je vais les disperser. Mais je vais les ramener encore sur les terres. Les disperser, ça s'est produit. Ramener sur les terres, c'est le 15 mai 1948 que l'État d'Israël a été recréé, historiquement parlant. Donc c'est une prophétie accomplie, mais on analyse seulement sur le plan géopolitique, géostratégique, historique seulement. Je pense que cela nous amène aussi à parler en même temps de la guerre, des conflits entre juifs et arabes qui ne sont que des frères, sont des enfants d'Abraham. Or, aujourd'hui, dans nos familles aussi au Bénin, pour des problèmes de terre, pour des problèmes d'héritage, il y a aussi des gens se font la guerre. Et il y a eu tout récemment des échauffourées dans certaines régions pour des problèmes de terre. C'est la même chose en Israël. Mais tout cela, lorsque l'on prend le conflit palestinien-israélien, c'était biblique. Et vous allez voir que avant même que Jésus ne soit né, il a été prophétisé que Jérusalem sera une pierre pesante pour toutes les nations du monde. Avant que Jésus ne soit né. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Jérusalem, ce que ça pèse dans les conflits du monde. L'Ossétie du Sud. La Russie est entrée dans la Géorgie. L'Ossétie du Sud est indépendante. Mais qui s'en plaît pour autant? Mais qui peut entrer dans Jérusalem sans qu'il n'y ait conflagration internationale? D'ailleurs, on dit Israël sera entouré de toutes parts. C'est les prophéties qui le disent, pas des pays ennemis. Quel est le pays qui est le mieux entouré aujourd'hui que Israël? Et quand tu prends aussi le psaume 137, ça parle aussi de Jérusalem parce que c'est une prière qui a été faite quand le peuple juif était en Babylone. Et il a pleuré, il dit, Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je fais de toi le sujet de mes délices. Ça avait fait voir ce que Jérusalem représente pour le juif et qu'aujourd'hui, quand on pense que la résolution du problème entre Palestiniens et Israéliens passera par le partage de Jérusalem, ça a fait qu'en 1993, avec l'accord secret d'Oslo sous l'égide de Bill Clinton, entre Isaac Rabin et Arafat, a provoqué la mort parce qu'il a osé diviser Jérusalem pour en donner une partie à Arafat. Aujourd'hui encore, actuellement, les États-Unis tentent l'impossible pour qu'ils acceptent de se rasseoir pour discuter sur le partage de Jérusalem. Or, pour le juif, c'est non, ça n'aura pas lieu que dans le sang. Mais la prophétie dit que si vous voulez comprendre les choses à venir, que ce soit le retour de Christ ou la fin du monde, regardez Israël et surtout Jérusalem comme un baromètre. C'est très important. Lorsque nous arrivons à la guerre en Irak, le même psaume 137, la deuxième partie, dit que c'était une prière qui dit, mais Israël pleurait dans ce psaume et disait, heureux celui qui te rendra l'appareil, ce que tu nous as fait. Ça dit, celui qui va écraser tes fils sur le roc. Nous voyons aujourd'hui que les fils de l'Irak, ça dit de l'ancienne Babylone, sont écrasés sur le roc, où les gens peuvent aller bombe en bandoulière et aller s'éclater en pleine mosquée, en plein marché, sans demander s'ils ont leurs parents dans ces environnements. Et c'est ça qui se produit, des fautes qui s'accomplissent sous nos yeux. Mais pour mieux comprendre la guerre en Irak, c'est de dire que Dieu a utilisé la Babylone pour châtier Israël. Mais il a dit aussi que malheur à celui qui va vouloir reconstruire la Babylone, que ça ne sera plus jamais reconstruite. Or, Saddam Hussein, dans sa folie de grandeur, a voulu reconstruire la grande Babylone avec l'invasion du Koweït. Et ce qui devait arriver, arriva. Dieu a suscité Bush le père par la tempête
la guerre appelée la tempête du désert, pour lui arracher Koweït, et Bush, le fils, a continué le job. Et il a été assassiné. Donc nous vivons des temps voilà des connotations, etc. Mais nous allons comprendre aussi que l'homosexualité est dans la Bible, dans Romains, la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'à la fin, c'est-à-dire le verset 32, vous allez comprendre que ça n'arrive qu'à ceux qui adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ceux qui font l'idolâtrie, ceux qui, aujourd'hui, le monde est rempli d'idolâtrie. Et c'est pourquoi Dieu il dit, Dieu les a livrés à leur passion. Comme étant homme avec homme, femme avec femme, des choses infâmes. Et tout cela est livré à la criminalité. Lorsque vous voyez pourquoi le monde est en détresse, le monde est réellement en détresse, regardez la Grèce, regardez l'Espagne, regardez le Portugal, regardez tout cela, toutes ces crises qui se sont accumulées ces 2 dernières années. Ce n'est pas... Ça a sa connotation dans Ésaïe, au chapitre 59. C'est trop long que je n'aurais pu vous lire de bout en bout, mais il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils couvrent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et enfantent... Et tout cela, à partir du verset 9, il dira, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière. Et voici les ténèbres, la clarté. Et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Et au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. L'Afrique, au milieu de l'abondance, en Afrique, nous ressemblons à des morts. Regardez comment Dieu nous a dotés. De tous ces ressources dont Dieu nous a dotés. Nous en reviendrons, docteur Sénégan, mais par rapport au nouvel ordre mondial qui est prôné aujourd'hui, est-ce que cela a un fondement spirituel? Ah oui, la Bible a parlé de l'Antichrist. Vous voyez, un monde, nouvel ordre mondial, c'est un monde fort qui sera dirigé d'un seul centre. Et la Bible a aussi parlé de l'Antichrist qui va vouloir diriger le monde d'un seul centre. Il y aura une armée unique, c'est vers cela que ça tend. Une armée unique, on veut avoir même, sur le plan religieux, on veut avoir une seule religion. Vous voyez, on veut avoir un seul président, un centre fort. Lorsque, aujourd'hui, même si vous téléphonez du Bénin aujourd'hui, aux États-Unis, on vous suit. On peut aussi savoir qui a reçu quoi, qu'est-ce que vous avez dit, vous pouvez être surveillé. Or, c'est ça en fait, le signe 666 dont on a parlé dans la Bible. On dit que ce signe-là sera, l'Antichrist va mettre ça sur le front ou bien sur le revers de la main droite. Et c'est seulement ceux qui auront ce signe qui peuvent acheter ou vendre quelque chose. Aujourd'hui, quand vous prenez ISO, quand on parle de la norme ISO, lorsque les Européens, les Occidentaux viennent dans nos restaurants, ils ne demandent même pas si la viande qu'on veut manger, la tomate est ISO. L'ananas, si c'est ISO. Mais si vous voulez exporter ces mêmes produits en Occident, on va dire que ça ne respecte pas les normes. Vous voyez cette hypocrisie? Ça ressemble un peu déjà à ceci-là. Quand vous avez une carte de crédit, une carte bancaire, vous allez en Suisse, vous achetez quelque chose dans un truc, ça, s'il y a déjà aux États-Unis que vous avez acheté tel jour, telle heure, telle chose. Il y a tout le bilan, tout le record. Vous voyez, il y a même des choses qui se fabriquent actuellement qu'on peut mettre sous votre peau et vous contrôler de loin. Donc, pratiquement, l'Antichrist est en marche. Et c'est cela aussi le but de la mondialisation. La mondialisation est un processus irréversible. Mais l'Antichrist va prendre la tête. Ils sont ici dans l'église. Dieu reconnaîtra les siens. Beaucoup d'églises sont ici infectées. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, la révélation de Jésus à Jean fait voir qu'il y a les 7 églises. À part l'église de Philadelphie. Vous allez voir que beaucoup d'églises sont pourries aujourd'hui. Que de noms, que des quêtes qu'on prend. Docteur Emmanuel Sénégan, voilà la situation sur le plan international. Maintenant, l'Afrique face à la mondialisation, face à ces défis mondiaux, et l'Afrique dans cette jungle qu'on appelle le concert des nations, comment l'Afrique se porte-t-elle? Est-ce que l'Afrique est condamnée à la mendicité, à la pauvreté, je dirais peut-être à la mort? Je veux d'abord dire que l'Afrique n'est pas maudite comme certains le disent
certains chrétiens le disent, certains pasteurs le disent, que c'est parce que l'ancêtre des Africains, qui est Cham, a été maudite. Je vous dis, allez dans le livre de Genèse, au chapitre 9, versets 20 à 25. Cham n'a jamais été maudit par son père. Donc, il faut déjà balayer cet aspect spirituel pour dire que c'est la malédiction de Cham qui nous suit aujourd'hui. Maintenant, regardez, comment peut-on maudire une terre qui a accueilli Jésus-Christ de Nazareth, l'Égypte, quand il était persécuté, il a trouvé refuge. Moïse aussi, sa femme, est éthiopienne, le plus grand leader de tous les temps, mis à part Jésus-Christ. Sa femme est éthiopienne de l'Afrique. Vous voyez le sang qui lie l'Afrique et le peuple juif? Non, avec tant de richesses. Je dis, savez-vous qu'aujourd'hui, quand on prend la superficie de l'Afrique, comparée à la superficie du Mexique, de l'Argentine, de toute l'Union européenne réunie, de la Chine et des États-Unis, c'est une superficie de 30,3 millions de kilomètres carrés. Quand on prend la réunion de tous ces pays-là, et l'Afrique. Mais maintenant, quand on prend en termes de population, l'Afrique fait à peine 1 milliard, alors que ces pays réunis font 3,2 milliards. Vous voyez qu'on a encore de l'avance. Quand vous prenez seulement le Congo-Brazza de Sassou Nguesso, a la même superficie que le Japon. Mais en même temps que le Japon fait environ près de 540 habitants par kilomètre carré, le Congo-Brazza fait moins de 5 habitants au kilomètre carré. C'est un avantage. Quand vous prenez le Congo Zaïre, le Congo, en fait, RDC, en superficie, ça fait 80 fois la Belgique et 8 fois la superficie de la France. Mais alors ne creusez pas le sous-sol. C'est un scandale géologique. Ça dit Dieu a donné rendez-vous à tous les métaux du monde là. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi la guerre, entre autres. Donc, et le fleuve Congo à lui seul, je ne parle pas de Adjalala, je ne parle pas de Akosombo, à lui seul pourrait électrifier toute l'Afrique. C'est une malédiction tout ça. Ce que je dis, c'est une malédiction. L'uranium, c'est à côté à notre frontière ici. Et pourtant, nous sommes dans l'obscurité. Vous voyez, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. C'est comme si vous aviez un enfant à qui vous donnez tout. Il va à l'école, il va en voiture, il revient en voiture, il a à manger, rien ne lui manque. Il a même des maîtres qui l'encadrent à la maison. Mais quand il amène son bulletin, il est toujours le dernier de la classe. C'est ça l'Afrique devant Dieu. L'Afrique vraiment fait honte à Dieu. On doit se réveiller avec tout ce dont on nous a dotés. Regardez le Bénin. Le Bénin, du nord aussi de l'est à l'ouest. Le Bénin n'a pas fait de concours pour que Dieu le plaça au bord de la mer, alors qu'il a placé d'autres à l'intérieur. Le Bénin n'a pas fait de concours pour que Dieu le plaça au bord du marché, le plus petit de l'Afrique. Mais qu'est-ce que le Bénin fait de ce marché? Au lieu de produire, le Bénin préfère importer pour réexporter au Nigeria. J'étais heureux quand le président du Nigeria ils avaient mis l'embargo. Mais j'espère que ça nous fera prendre conscience pour qu'on produise. Parce que de l'est à l'ouest, il y a la verdure. On peut produire et pourtant, le Burkina nous donne de la tomate et des légumes. Et du poisson tilapia. Est-ce que cela, c'est normal? Moi-même, je dirais que c'est un scandale. Mais c'est grave. C'est grave. Parfois, quand je dispense ce cours, je dis à mes étudiants, quand vous allez aller à la maison, déshabillez-vous et chicotez-vous vous-même. Moi, il faut que ça cesse au Bénin. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais j'ai des solutions que vous me permettez à la fin, je vais proposer ces solutions. Donc, analysons à peu près les ressources de l'Afrique. Mais on sent quand même que l'Afrique est là comme pourvoyeuse de matières premières et reçoit les produits manufacturés, tout ça. Ça pose un problème également. Ça pose un problème. Et De Gaulle nous a déjà montré la voie. Il a dit les peuples n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Mais notre continent, regardez, pour le développement du continent, il y avait eu ce qu'on appelle le plan d'action de Lagos en 80. Maintenant, 20 ans après, c'est-à-dire en l'an 2001, on n'a pas fait le bilan de pourquoi le plan d'action de Lagos n'a pas marché. On vient sur NEPAD. Vous comprenez ce que je dis? Je suis qu'on va encore laisser NEPAD, parce que déjà, même Wade, l'un des pères fondateurs du NEPAD, se plaint déjà que lui n'est plus dedans. Parce que l'argent, tout cela, ça ne sert qu'à payer, à faire des conférences, à faire des voyages, des per diem, des pauses café, etc. On ne peut pas développer l'Afrique sur la base vraiment. Il faut des projets concrets et surtout, il faut s'auto-développer. On ne développe pas
on se développe. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, pratiquement, il y a des voies, des portes de sortie. Bon, l'Afrique, il y a beaucoup d'espoir. Parce que l'Afrique ressemble à cet homme, le plus riche de son temps, qui a voyagé. Des dizaines d'années, il est revenu. Mais il est classé encore toujours l'homme le plus riche de son temps. Vous voyez? C'est ça l'Afrique. De la nuit de l'esclavage, en passant par la colonisation, la néocolonisation, qu'on appelle aujourd'hui indépendance, qui n'en est pas une. Vous voyez? Tout cela, l'Afrique, quand on évalue encore nos richesses restent encore intactes. On reste encore le pays où... Mais les États-Unis, je les respecte. Voilà un peuple où les dirigeants, quand tu es bien, tu ne fais que 4 ans. Et on peut te renouveler une deuxième fois à 8 ans. Personne ne veut changer la conjoncture pour dire que moi, je dois mourir, m'éterniser au pouvoir. Mais ils ont assez de ressources. Mais ils se refusent de les exploiter aujourd'hui. Ils veulent épuiser toutes les ressources du monde. C'est ça la géostratégie. Épuiser toutes les ressources du monde et après, ils vont commencer à exploiter leurs richesses. Ici, quand on touche du pétrole, quand on touche de l'uranium, on vient être président à vie. Vous voyez? Comme si eux, ils n'étaient pas nés et la mère des autres ne sait pas faire des présidents. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a de l'espoir. L'espoir, c'est tout coup qu'il faut prendre conscience. Karl Marx a dit quelque chose, et certains ont écrit après, il dit, de toutes les forces productives, l'homme est le capital le plus précieux. Bon, un certain leader a écrit pour dire, dans ce sens-là aussi. Donc, mais je dis qu'il y a de l'espoir. Donc, il faut investir dans le capital humain. Il faut investir dans le capital humain. Et je vais donner, il faut voir aussi le modèle des peuples. Il ne faut pas voir seulement le modèle capitaliste, parce que c'est un capitalisme gavaudé. Je donne un exemple de la Russie. La Russie de 1917 était une Russie agraire, comme le Bénin, qui était dans la Première Guerre mondiale. Les gens mouraient de soif et de faim. Ce n'est pas le cas au Bénin. Il y avait la guerre civile dans cette Russie de 1917. Donc le Bénin d'aujourd'hui, comparé à la Russie de 1917, est une superpuissance. Mais n'empêche que, dans cet état, agraire, famine, guerre, de 1917, avec la révolution bolchevique, en 1927, on avait déjà construit une superpuissance qui challengeait les États-Unis, ne serait-ce que sur le plan militaire et progressivement économique. Vous voyez ce que je dis? En 10 ans, ce pays, ça veut dire que le Bénin ne doit pas se cantonner seulement dans un modèle, et d'ailleurs, il n'a jamais eu de marxisme-léninisme au Bénin. Ce n'est que des marxisans léninisants, en réalité. C'est-à-dire qu'il fut un temps où, avec la guerre froide, on se prostituait tantôt à l'Est, tantôt à l'Ouest, et ça n'a jamais été mis en application. Moi, je pense que ça doit être enseigné dans nos écoles aujourd'hui. Il y a des voies pour les peuples de s'en sortir. Les pays asiatiques aussi ont suivi leurs propres voies, et c'est important. La monnaie est un instrument puissant de développement, parce que la monnaie détermine l'économie, et l'économie détermine la politique. Or, notre monnaie, le CFA, était accroché au franc français, aujourd'hui accroché à l'euro. L'Afrique doit rompre, parce que le Cedi du Ghana, le Naira au Nigeria, ces deux pays ne se portent pas plus mal que les pays de la zone franc. Il faut oser être responsable. D'ailleurs, quand on parle de la BCEAO, tout cela, mais ils ne définissent aucune politique. Toute la politique vient de l'Europe. La monnaie est coupée. Les pièces d'argent sont coupées de l'Europe. Vous voyez? Donc, je pense que même la parité d'une monnaie accrochée à l'euro, de notre monnaie accrochée à l'euro, est sur le plan même du libéralisme économique, ça se contredit. Parce que le libéralisme, c'est la loi de l'offre et de la demande qui détermine le prix de la marchandise. Or, l'argent, c'est une marchandise spéciale qui peut s'acheter et se vendre. Pourquoi donc-on l'arrimer à une autre monnaie et dans sa gestion? Et là encore, je vous dis que nous sommes pillés. Dans cette relation, toute exportation à l'étranger, la France prend 65%. C'est-à-dire, si vous exportez pour 100 francs, la France va prendre 65 francs et vous retourne 35 francs pour gérer ces 65 francs-là pour vous. Ce qui est anormal. Il faut qu'on prenne notre responsabilité entière. Parce que celui qui contrôle ta monnaie, contrôle ton économie et contrôle ta politique. Alors, quels sont, en quelques points, les réformes à faire pour que l'Afrique retrouve le train du développement et que l'Afrique ne soit pas à la traîne de la mondialisation? J'allais dire, dans le cadre du franc, que Giscard d'Estaing lui-même a reconnu qu'il a perdu le pouvoir contre son challenger Chirac, qui avait eu de l'argent du Gabon. Ça veut dire que c'est en fait l'Afrique qui finance le développement de l'Occident et non pas l'inverse, qu'on veut nous le faire croire. Je reviens maintenant pour dire, il y a de l'espoir pour l'Afrique. Les portes de sortie. Je vais donner pour l'Afrique et pour le Bénin en particulier une voie de sortie, ce qui peut multiplier par 2 le budget du Bénin d'ici 5 ans.
une seule solution. Hein. Prenez la diplomatie au Bénin. Prenez combien ça coûte un diplomate, hein, une ambassade à l'étranger, comme en France ou bien aux États-Unis. Cela, c'est en fait très, très important. Un diplomate, sa santé, sa femme, ses enfants scolarisés, et sa maison à payer à un certain pourcentage. Et quand l'ambassadeur mange quelque part, c'est gratuit. Il faut louer. Et il y a beaucoup d'ambassadeurs. Vous pensez que c'est parce qu'il y a un ambassadeur du Bénin à Washington qu'il y a eu le programme Millennium Challenge à compte au Bénin? Que c'est vraiment la diplomatie du Bénin qui a fait que cela est venu ici? Non. Donc, je vais dire, tout ce que la diplomatie coûte au Bénin, si on essaie d'avoir une diplomatie commune dans la sous-région, pour dire, bon, l'Afrique de l'Ouest, on a une diplomatie commune, on va avoir une ambassade commune, etc., ça va réduire. Docteur Emmanuel Sérigan, le temps qui nous est imparti est presque terminé. L'Afrique, à l'ère de la mondialisation, que faut-il retenir au terme de cette émission? L'Afrique, à l'ère de la mondialisation, c'est dit que nous vivons dans une jungle. La mondialisation, c'est un processus irréversible. Mais l'Afrique doit s'organiser autrement pour en tirer le meilleur profit. Que ce soit sur le plan alimentaire. Parce que les défis auxquels on dit la croissance de l'Afrique est de 3%. Mais la croissance alimentaire n'est que de 1,5%. Pour le Bénin, par exemple, je préconise la nationalisation des terres. Parce que ça crée beaucoup de frustration et ça empêche le développement. Soit par un rachat à un franc symbolique ou autre. On est pratiquement à la fin de cette émission. Docteur Sérigan, je voudrais quand même rappeler que vous êtes directeur de la promotion industrielle au ministère de l'Industrie du Bénin. Vous êtes docteur en économie et également docteur en théologie. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission, chers téléspectateurs. En ce 23 mai 2010, jour de Pentecôte, on a abordé un thème particulier, un thème pointu, l'Afrique à l'ère de la mondialisation. Je vais tout simplement vous dire que le meilleur reste à venir et demander à Dr Emmanuel Sérigan de dire son dernier mot et ce sera la conclusion de cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Vous me permettez de dire que mes livres, où on peut les trouver, ça va être peut-être commercial, mais rapprochez-vous de moi. Mon téléphone, je peux dire mon téléphone pour tout autre contact, 95 34 29 09, 95 34 29 09, 90 09 12 78. Maintenant, on va prier. Je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez. Et je voudrais dire ceci. Vous pouvez répéter après moi, ceux qui nous suivent. Que l'Éternel m'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob me protège. Que du sanctuaire m'envoie du secours. Que de Sion me soutienne. Que l'Éternel se souvienne de toutes mes offrandes et qu'il agrée mes holocaustes. Que l'Éternel me donne ce que mon cœur désire et qu'il accomplisse tous mes desseins. Nous nous réjouirons de mon salut. Nous élèverons l'étendard au nom de mon Dieu. L'Éternel accomplira tous mes vœux. Je vois déjà que l'Éternel sauve son loin. Il m'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le soutien puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et tombent, mais nous nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi, qui nous exauce quand nous l'invoquons. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sur vous sa face et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix et son salut et qu'il donne la paix au Bénin, la promotion au Bénin, le développement au Bénin et à l'Afrique. Et pourquoi pas au monde entier. Paix sur le monde. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen.